Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre patience. Il est 14h30 selon la police, 15h08 selon les organisateurs. On a tous appris depuis le début de la crise Covid-19 à être très patient parce qu'on est Covid fragile. Et justement, on va parler du Covid pendant... si vous nous faites la politesse de nous suivre pendant la bonne heure qui vient, Léopold, je sais que vous avez un code dire, je vous excuserai. Pour parler de la crise à la reprise économique, les social bonds au service de la protection et de l'accompagnement vers l'emploi durable, tel est le titre complet de la conférence pour laquelle vous êtes inscrite. De façon plus triviale, ça va être tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les social bonds sans jamais oser le demander. Donc si vous êtes encore nombreux à être avec nous, nombreux et nombreux, je vous demande instamment de nous envoyer le plus de questions possibles qui m'arriveront par le miracle de la technologie parce que celle-ci fonctionne très bien et en vous identifiant pour savoir si vous appartenez à la communauté financière, si vous êtes plutôt des côtés du marché de l'emploi. Dites-nous d'où vous venez et quelles sont vos questions. Peut-être sans plus tarder, je vais me tourner vers vous, John Dumollard, parce que voilà, le 15 mars 2020, nous étions confinés. Il y avait beaucoup de projections qui ont été faites sur le marché de l'emploi. Elles se sont avérées complètement fausses. On nous avait promis un armageddon social, une catastrophe. Pour l'instant, elle n'a pas lieu. Au contraire, on verra ça dans quelques instants. Il y a beaucoup d'offres d'emploi et une reprise qui est très forte. Et ce petit miracle, parce qu'on n'en est pas encore sorti, il est notamment dû à l'institution pour laquelle vous présidez aux finances, l'UNEDIC. On l'a peut-être pas suffisamment dit, on mesure pas tellement en fait l'investissement qui a été le vôtre, mais qui est quasiment équivalent à 1% de PIB, 27 milliards. Alors dites-nous, ce petit miracle, comment il s'est produit, à quelle échelle, comment ça s'est fait et quels sont les effets qu'on peut mesurer aujourd'hui? Merci Vincent, bonjour à toutes et tous, et navré pour ces petits soucis techniques habituels maintenant pour nos vies à distance. On va effectivement parler aujourd'hui de choses tout à fait réelles, puisque depuis le début de cette crise, ou en tout cas de cette période très chahutée qu'on a connue, on a vraiment deux phases, hein. La phase du début, mars 2020, on va dire jusqu'à mai, qui est une phase où on a essayé de comprendre ce qu'il se passait, d'identifier ce que voulait dire la fermeture de nombreux commerces, des contraintes sur nos vies quotidiennes pour tout le monde. Et nos premiers réflexes ils se sont tournés vers les crises économiques et financières assez récentes, ce qui n'était pas forcément le bon réflexe. Très vite, on s'est dit qu'il y avait des choses qui étaient tout à fait différentes. Et dès la fin mars, l'UNEDIC, ses partenaires sociaux, sa gouvernance, ont pris la mesure, on va dire, de ce choc tout à fait particulier, évidemment sur notre quotidien, mais qui nous se traduit en termes financiers sur les dispositifs que nous finançons, sur les besoins que nous avons auprès du marché financier. Et 2 mois plus tard, autour du 15 mai 2020, nous avons publié un document cadre d'émissions sociales qui nous permet aujourd'hui d'émettre des social bonds. Ces émissions, elles se font dans un format tout à fait identifié et défini, qui est de dire on va emprunter des fonds vers des dispositifs qui sont prédéterminés, que nous identifions et pour lesquels on garantit aux investisseurs institutionnels de servir ces dispositifs-là, de les suivre tout au long de leur déploiement pour en mesurer les effets et les impacts et de pouvoir restituer annuellement cette logique d'impact, ce que nous avons fait pour la première fois avec une publication hier et ce que nous nous engageons à continuer à faire dans les années à venir, tous les ans, pour essayer de continuer à suivre un petit peu ces effets. Sur ce que tu évoques, sur le montant financier de ces aides, effectivement, je vais juste donner un petit chiffre, mais ce qu'on était censé emprunter sur les marchés financiers pour soutenir l'emploi par rapport à ce qu'on reçoit en termes de cotisation sur l'assurance chômage en 2020, avant la crise, c'était 2 milliards d'euros. À la fin de l'année 2020, ce que nous avions emprunté sur les marchands financiers, c'était presque 10 fois plus, c'était 19 milliards d'euros. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions sur ce genre de mission financière qui ont vu des programmes de financement être multipliés par presque 10. Et ça mérite évidemment auprès de nos investisseurs un certain nombre d'explications, de détails, d'évaluations précises, puisque, vous le savez, hein, comme quand on va à la banque, on n'a pas, on va dire, dans ces milieux financiers, de capacité à lever de l'argent sans justification. Donc le social bond, c'était quelque chose dans lequel l'UNEDIC s'était engagé déjà depuis juin 2019 et qui, à ce moment-là, était vu encore plus comme un outil adapté et adéquat pour répondre au challenge de cette situation. Et aujourd'hui, effectivement, on a une petite contribution sans doute à cette situation
meilleur de l'emploi, même si tout n'est pas passé et que encore beaucoup de gens et de secteurs sont touchés, que de pouvoir avoir aidé beaucoup de personnes. C'est l'objet de ce rapport qui a été publié hier et l'objet aussi de cette séquence pour laquelle je suis ravi d'accueillir quelques invités ou partenaires avec lesquels nous travaillons et qui eux-mêmes ont eu des missions d'intérêt général ou public très transformées, très touchées et qui ont eu à répondre à des challenges complètement nouveaux. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de prendre un petit peu de temps, un peu de recul et réévaluer, comprendre ce qui s'est passé en plus de détails, à la fois pour rendre compte de ces sommes empruntées auprès de nos créanciers ou de nos investisseurs, mais aussi de mieux faire connaître notre mission, que ce soit celle de l'UNEDIC, mais aussi celle de l'Agence France Trésor ou de Pôle emploi. Juste pour bien comprendre, parce qu'on a souvent dit au début de la crise qu'un certain nombre de gouvernants naviguaient complètement à vue. Vous êtes passé de 2 à 19 milliards, donc cette multiplication par 10, elle s'est faite au fur et à mesure, mois par mois, où en fait vous aviez vu que ces 2 milliards n'allaient absolument pas suffire, et à un moment vous avez arrêté les comptes en se disant quel est vraiment le montant dont on a besoin pour assurer une protection universelle aux Français. Alors ça, je pense que la mieux placée pour en parler, ce sera Lara, mais pour le dire simplement, oui, assez vite, en fait, on s'était dit, alors pas avec de la précision pour dire ce sera 20, mais on s'est dit c'est sans doute entre 15 et 25, et ça dès la fin du printemps. Donc quand même très vite, on avait su, avec les équipes de prévisionnistes, en collaboration aussi avec l'ensemble des prévisionnistes, de Bercy, du Trésor, de beaucoup d'entités qui se sont posées ces mêmes questions, on avait su quand même identifier l'ampleur et la magnitude. Après, pas forcément de façon très précise, mais effectivement, assez vite, on avait une idée de ce que ça pouvait représenter. Et on a abusé des superlatifs pendant cette crise, alors je me voudrais d'en employer encore un, mais je sais que là, en 2 ans, l'UNEDIC a plus investi que pendant plusieurs décennies. Est-ce que justement vos partenaires financiers ils se sont posé des questions sur la solidité de l'institution pour réussir à soulever une telle somme en si peu de temps? Alors les investisseurs, ils sont très nombreux déjà. Ils sont très nombreux et en plus ils viennent de beaucoup de différents territoires. C'est aussi une des parties de ce rapport. Donc ils ont des sensibilités très différentes. Mais globalement, on a cette chance, une bienveillance et une écoute très forte de la part des investisseurs en général, mais aussi de toute la communauté financière qui est partie prenante de ces sujets. Et une dette qui a du sens, elle se comprend et en général, elle fait foi et consensus. Voilà. D'où l'importance de pouvoir en donner les déterminants et de bien comprendre ce qu'il se passe. Mais globalement, je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup d'accusations ou de moments difficiles, si ce n'est la levée même de ces fonds, c'est ce qui est un travail en soi, mais en termes de message et de compréhension, globalement, la communauté était extrêmement bienveillante et compréhensive. Je vais me tourner vers un partenaire, puisque vous l'évoquiez, donc Léopold Gilles, en charge de la stratégie et de l'innovation pour Pôle emploi. June disait en introduction, on va parler de choses très concrètes. Quoi de plus concret que le marché de l'emploi qui a été chamboulé comme jamais. C'est en tout cas pas depuis en tout cas la Seconde Guerre, avec d'abord un grand nombre de personnes qui se sont retrouvées sans emploi. Aujourd'hui, un très très grand nombre d'emplois sur le marché. Est-ce qu'on peut revenir à mars 2020 et que vous nous expliquiez ce qui a changé pour votre institution et en quoi les fonds vous aident à la fois pour les personnes les plus vulnérables pour revenir vers l'emploi et puis aussi l'aide que vous avez apportée aux entreprises? Bonjour, et alors effectivement, c'est extrêmement concret. Les missions de Pôle emploi, peut-être je les rappelle brièvement. Évidemment que pour le compte de l'UNEDIC, on indemnise les demandeurs d'emploi qui ont droit à une allocation. C'est une de nos premières missions. Mais au-delà de l'indemnisation, on accompagne notamment vers les métiers porteurs les demandeurs d'emploi. Et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler aussi, on accompagne les entreprises pour du coup les aider à recruter et à recruter rapidement, le plus rapidement possible, sachant que avant la crise, on avait déjà un phénomène en fait qui était historique déjà à l'époque de difficultés de recrutement extrêmement importante. On avait passé un cap symbolique
des 50% des entreprises qui nous disaient rencontrer des difficultés de recrutement. Alors aujourd'hui, c'est encore plus une réalité après le rebond. On va peut-être faire un petit passage par la crise elle-même, la façon dont ça nous a impacté directement, parce que effectivement, juste pour dire quelle est la situation aujourd'hui, les difficultés de recrutement ont explosé avec la reprise, et donc on est extrêmement concentré et focalisé sur en fait notre cap stratégique qui est resté le même, qui est accélérer les recrutements pour les entreprises et au bénéfice des demandeurs d'emploi. Voilà, et effectivement, on a un niveau de chômage qui est plutôt revenu à l'avant-crise, mais on a des publics éloignés, on a des publics en difficulté qui sont en chômage dit de longue durée, donc ça reste une préoccupation très forte. Peut-être juste pour faire quand même un petit focus sur l'année 2020 et l'impact de la crise sanitaire, pour nous ça a été quand même un choc organisationnel extrêmement fort, parce que les agences ont dû fermer. Alors on a eu une grande chance à cette époque, c'est qu'on avait quasiment la totalité de nos agents, 90%, qui étaient équipés d'ordinateurs portables. Me demandez pas pourquoi. On avait anticipé en fait la question du télétravail, qui du coup, voilà, en tout cas les ordinateurs portables étaient l'équipement qui était le plus approprié déjà pour pouvoir se déplacer dans les agences, faire des réunions dans un bureau ou dans un autre. Et là, ça a trouvé quand même toute sa place. Donc très rapidement, en fait, on a équipé 100% des agents qui ont pu travailler 100% à distance et du coup indemnisés à distance, accompagnés à distance, avec voilà, une attention particulière aux personnes qui venaient en agence, parce qu'elles ont besoin du contact physique pour du coup notamment recevoir leur indemnisation. Il faut qu'elles s'actualisent chaque mois. Les personnes qu'on avait repérées dans notre système d'information et qui venaient d'habitude en agence, on les a appelées pour s'assurer que voilà, elles ne perdent pas le bénéfice de l'allocation auquel elles ont droit et dont elles avaient besoin, et pour du coup les actualiser à distance par téléphone. Voilà, c'est un exemple concret parmi tant d'autres. Excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai une question spécifique qui arrive sur ce moment très particulier du premier confinement de 2 mois avec du blocage total, et les agences Pôle emploi ne faisaient pas partie des métiers dits essentiels. Donc comment avez-vous géré à Pôle emploi l'accompagnement des demandeurs d'emploi malgré la fermeture des agences pendant le confinement ? Alors, ça a duré assez peu de temps parce que les agences en fait ont réouvert rapidement, mais pendant les quelques semaines du début du confinement, il y a eu ce que je disais, des appels sortants en proactivité, et puis il y avait quand même des agents qui venaient tous les jours, notamment relever le courrier, parce qu'il y a des gens qui effectivement nous écrivaient pour nous envoyer que ce soit des bulletins de paye notamment. On continue à faire un peu de papier, même si on dématérialise de plus en plus. Donc il y avait des présences systématiques pour pouvoir informer les gens qui éventuellement se présentaient. Mais effectivement, elles ont dû fermer pendant un temps très court, et ont réouvert assez rapidement avec tout ce qu'on sait, hein, les jauges sanitaires qui ont été imposées, qui ont évolué. Donc il a fallu s'adapter. Je crois que c'était le maître mot pour tout le monde, s'adapter aux évolutions des consignes sanitaires. Donc là, on est un quasi-retour à la normale, notamment pour pouvoir mettre en œuvre des actions collectives, parce que ça c'est extrêmement important dans notre action, parce que c'est comme ça qu'il y a une forme d'entraide qui se met en place entre demandeurs d'emploi. Il y a de plus en plus d'actions qui ont beaucoup d'impact, qui visent à du coup faire un diagnostic approfondi de la situation des demandeurs d'emploi. Ce qu'on s'apprête à faire pour les demandeurs d'emploi de longue durée, ce sont des actions collectives qui nécessitent du coup d'avoir un minimum d'espace. Donc la question de l'espace physique en agence, elle devient très importante. Comme vous évoquiez les plus vulnérables au début, je sais que Pôle emploi est capable de faire beaucoup d'innovations. D'ailleurs, c'est votre pôle avec des PSO, des préparations spécifiques et opérationnelles, c'est ça, à l'emploi, où on permet aux personnes d'être en situation. Est-ce que c'est ça que vous avez développé le plus pour aider ceux qui sont le plus éloignés ? Alors,
Oui, ça fait partie évidemment des actions qu'on met en place. Alors il y a les acronymes, on essaie de les éviter au maximum. Il y a les AFPR, les POE, donc ce sont des actions de formation préalable au recrutement d'une part et les préparations opérationnelles à l'emploi d'autre part, pardon, qui ont effectivement été renforcées dans le cadre du plan de lutte contre les tensions de recrutement avec un focus sur les demandeurs d'emploi de longue durée, avec plus 15 000 opérations de ce type qui visent vraiment à effectivement former en situation de travail pour du coup entre guillemets faire le dernier kilomètre quand on a une personne qui est très proche voilà, des attentes et des besoins en compétences de l'entreprise. On met en place ce type de choses qui permettent du coup de sécuriser le recrutement. On a des taux d'accès à l'emploi qui sont supérieurs à 80%. Sur ce type d'opération. Donc il faut que le candidat soit prêt, il faut que l'entreprise soit prête aussi à accueillir et je pense qu'on en fait, c'est des choses qu'il faudrait qu'on développe encore plus et là du coup à l'occasion de ce plan, il y a un effort particulier qui est mis sur ce type d'action. Vous l'évoquiez au début aussi, les entreprises. Vous disiez qu'avant la crise, elles avaient du mal à recruter. Aujourd'hui, plus encore. C'est un mouvement qui n'est pas que hexagonal. Je sais qu'aux États-Unis, on parle de The Great Resignation, avec 4 millions de personnes qui ont décidé de quitter volontairement leur emploi. Comment est-ce que vous pouvez les aider, les accompagner pour qu'ils puissent trouver chaussures à leurs pieds, si vous me permettez le poncif? Alors c'est effectivement la façon dont on a travaillé, c'est secteur par secteur. Vraiment, on a mis en place des plans sectoriels donc sur les 5 grands secteurs que sont le BTP et l'hôtellerie-restauration dont on parle depuis bien longtemps. C'est pas nouveau, mais les difficultés se sont exacerbées. Et puis l'industrie, le commerce et la santé évidemment, sur lesquels on a concentré nos efforts. On a mis en place du coup des référents sectoriels dans chaque région. On a développé du coup voilà, des actions vraiment proactives pour faire connaître nos services parce qu'il y a, même si beaucoup d'entreprises qui s'adressent à nous et en particulier celles qui ont des difficultés de recrutement, il y en a encore un grand nombre qui n'ont pas le réflexe. Pôle emploi. Or, voilà, nos services sont non seulement disponibles, gratuits, mais il faut le rappeler, efficaces. On le voit à travers les indicateurs de la convention tripartite qu'on mesure régulièrement, que ce soit sur la satisfaction ou le retour à l'emploi. Voilà, on a aujourd'hui je pense, des niveaux d'efficacité qui sont en progression constante depuis des années. Donc, secteur par secteur, il y a eu vraiment voilà, cette action consistant à dire on peut vous aider. Notre mojo maintenant, notre signature, c'est on est là pour vous. Et donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on est allé au devant des entreprises, faire un diagnostic approfondi entreprise par entreprise des difficultés et proposer des solutions adaptées. Et on citait par exemple les formations en situation de travail, mais il peut y avoir bien d'autres solutions. J'ai encore une question qui arrive pour vous. On parle beaucoup de votre aide vers l'extérieur, mais évidemment, cette situation complètement inédite, elle a dû avoir un très fort impact en interne. Donc, comment ça va dans les agences? Comment vont les conseillers qui, du jour au lendemain, se retrouvaient avec 200 dossiers à suivre quand ils en avaient qu'une soixantaine auparavant? Est-ce que le moral est bon? Alors, le moral est bon dans la mesure où il y a, on le voit dans nos enquêtes internes, une fierté de travailler chez Pôle emploi qui est vraiment extrêmement importante et qui montre l'engagement au quotidien, qui est vraiment impressionnant. Enfin, c'est pas une gageure quand on se rend en agence. On y a été ensemble à plusieurs reprises. Moi, j'essaie d'y retourner le plus souvent possible pour garder ce contact avec le terrain. On se rend compte que les agents sont extrêmement mobilisés. Alors oui, la charge est forte et c'est aussi, c'est pas uniquement lié au nombre de demandeurs d'emploi, d'entreprises et d'offres à traiter. C'est aussi le fait qu'on cherche à mettre en place des nouvelles solutions
assez fréquemment. Avec, voilà, on a cité les plans sectoriels, mais on n'a pas cité le plan Un jeune, une solution qui nous a très fortement mobilisés. Désormais, le plan pour les chômeurs de longue durée. Voilà. Et puis, pour les entreprises, désormais, un diagnostic systématique pour chaque offre qui, au bout de 30 jours, n'a pas trouvé preneur. Donc, les actions, elles sont très nombreuses. L'établissement, il est extrêmement proactif. Donc, on ne les ménage pas, nos agents, mais en même temps, on leur doit quand même voilà, un vrai coup de chapeau, je pense, pour tout ce qu'ils ont réussi à faire pendant la crise et qu'ils continuent à faire. Vous avez raison, parce que souvent il y a trop de modestie, mais là on peut notamment parce que le plan Un jeune, une solution est un peu regardé par tous nos homologues européens, parce que c'est vrai qu'en général c'est les jeunes qui se retrouvent les premiers, les plus éloignés de l'emploi quand il y a une crise, et là c'est pas le cas, donc on peut saluer l'action de Pôle emploi sur le sujet, et puis du gouvernement avec un haut commissaire spécialement dédié, Thibaut Guilluy, qui est un ancien du monde de l'insertion, et c'est peut-être pour ça qu'il a réussi la bascule. Lara Müller, je me tourne vers vous. Vous avez en charge les études chez l'UNEDIC, et une des raisons pour lesquelles, sans doute, on a évité l'Armageddon sur le marché de l'emploi, c'est parce qu'on a tiré les erreurs du passé, notamment celle de la crise de 2008, où on avait dit que les Allemands utilisaient beaucoup l'activité partielle et nous, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite focale sur ce terme que tout le monde a appris depuis 2020, activité partielle? Ça représente quoi? Quels secteurs ont eu recours à ça? Et pourquoi ça marche si bien? Alors oui, bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'activité partielle, et c'est un dispositif qui en fait existe depuis très longtemps, qui vise à prévenir les licenciements, éviter les licenciements quand des entreprises rencontrent des difficultés. C'est un dispositif qui avait été très mobilisé en Allemagne pendant la crise de 2008-2009, beaucoup moins en France. Et dans la crise liée à la Covid-19, on a vu que tous les pays d'Europe se sont massivement mis à mobiliser ce dispositif, bien plus que pendant la crise 2009, justement en tirant des enseignements de l'expérience allemande de 2009. Alors, l'activité partielle, c'est quoi? Activité partielle ou chômage partiel, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet de prendre en charge les salaires à la place de l'employeur. Et donc, pour la crise 2020, l'État a décidé de prendre en charge 70% du salaire des personnes en emploi, ce qui représente à peu près 85% du salaire net pour les personnes qui ne pouvaient pas aller travailler. Et ça a été financé à 1/3 par l'UNEDIC. Donc le dispositif a été vraiment très massivement mobilisé. L'État et l'UNEDIC ont permis à ce qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les entreprises, que ce soit vraiment un coût minimal pour les entreprises qui ont recouru massivement à ce dispositif. Plus de la moitié des entreprises ont utilisé de l'activité partielle depuis le début de la crise. Au plus fort de la crise, en avril 2020, c'est presque 9 millions de salariés qui ont été en activité partielle au moins à un moment donné. Et depuis le début de la crise, c'est 11 millions de salariés qui en ont bénéficié. Donc on voit que ça a été vraiment un plan massif, un recours massif. Et les études qu'on a faites ont montré à quel point ça a permis d'éviter des pertes d'emploi, d'une part pendant la crise, et c'est aussi la spécificité de ces réponses à la crise qui ont permis un redémarrage très rapide, celui qu'on a observé en particulier au printemps et cet été, parce que des personnes sont restées en emploi, des entreprises n'ont pas perdu des compétences, des personnes ont pu rester en emploi, et dès que l'activité s'est rouverte, que les restrictions ont été levées, l'activité a pu reprendre, et même plus qu'attendu ces derniers temps. On vous demande quel était le coût de l'activité partielle pour l'UNEDIC en 2020, et est-ce que c'est possible de comparer avec ce qui s'est passé en 2019? 2019. Ah oui, 2019 aussi. Alors, en 2020, l'UNEDIC a dépensé 8 à 9 milliards d'euros pour financer les indemnités d'activité partielle. C'est 1/3. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la France, c'est à peu près 30 milliards d'euros qui ont été dépensés, injectés dans l'économie pour soutenir les salaires et aussi pour soutenir du coup le pouvoir d'achat, la consommation des Français. On ne peut même pas comparer, donner un pourcentage, parce qu'en 2019, l'activité partielle, ça représentait 50 millions d'euros pour l'UNEDIC. Donc on est passé de 50 millions à 10 milliards.
ce qui est assez exceptionnel. Bah, c'est x200, quoi. C'est une croissance à la Tesla. On nous demande est-ce que vous pourriez nous rappeler la différence, pardon, mais ça veut dire que les gens qui suivent sont pointilleux, la différence entre l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée? Oui, bien sûr. Alors, l'activité partielle, c'est le terme générique de ce dispositif qui a été très largement ouvert à tous les secteurs et tous les salariés, beaucoup plus largement que par le passé, donc en 2020. Qui visait à répondre vraiment temporairement, ponctuellement à la crise. Et à partir de l'été 2020, l'État a mis en place ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée, qui est un dispositif qui vise à couvrir finalement justement plus dans la durée, et accompagner les entreprises plus dans la durée, pour celles qui prévoient justement des ralentissements ou des baisses d'activité plus durables. Alors, la différence entre l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée, c'est que pour pouvoir mobiliser l'activité partielle de longue durée, qui sur le long terme, c'est-à-dire à partir de 2022, va être quand même plus intéressante que l'activité partielle, les entreprises doivent soit être dans un secteur où il y a eu un accord de branche, soit avoir négocié en interne un accord d'entreprise dans lesquels elles s'engagent à ne pas baisser l'activité au-delà d'un certain seuil, ou à aménager les horaires, ou à aménager certaines conditions de travail. Donc il y a des contreparties, disons, des engagements des entreprises pour pouvoir bénéficier d'activités partielles de longue durée, et ça permet pour les entreprises de conserver des taux d'indemnisation, donc une part des indemnités qu'elles versent aux salariés, une meilleure prise en charge par l'État et par l'UNEDIC. Peut-être juste un dernier mot. On a beaucoup dit, c'est une expression assez malheureuse parce qu'il y a des réalités humaines derrière, qu'il y avait beaucoup de trous dans la raquette au début sur le soutien à l'activité partielle, que notamment les intervenants à domicile seraient privés de ça. En réalité, il n'en est rien. La couverture, elle a été à peu près universelle, non? Alors, la France et tous les pays ont vraiment fait face à un choc auquel on ne pouvait pas s'attendre quand l'épidémie de Covid est arrivée. Donc le dispositif a été progressivement adapté de façon effectivement à couvrir la totalité des situations. Il a été élargi au champ des employeurs privés, enfin des particuliers employeurs. Il a été élargi au champ des employeurs publics, ce qui n'était pas dans le champ habituellement. Il a été aussi élargi à des cas qui vont au-delà de la perte d'activité, puisque ça a aussi couvert des personnes dites vulnérables, c'était le vocabulaire qu'on a utilisé l'année dernière, ou des personnes qui ont été obligées de s'arrêter pour garder leurs enfants du fait de la fermeture des écoles. Donc, un maximum de salariés ont été protégés par l'activité partielle. Ce qui est vrai, c'est que finalement, c'est surtout des salariés en CDI qui en ont bénéficié. Et ce qui s'est passé, surtout au tout début de la crise, où l'activité s'est arrêtée très fortement et très brutalement, eh bien, les entreprises, par exemple, n'ont pas renouvelé les CDD qu'elles auraient renouvelés en temps normal. Et donc, même si, en théorie, et il y a eu des personnes en CDD qui ont bénéficié aussi de l'activité partielle, eh bien, finalement, le gros choc sur l'emploi qu'il y a eu au début de la crise, c'était plutôt des CDD. Et là, on peut dire qu'ils n'ont pas été couverts, finalement, mais plus parce qu'il n'y a pas eu de contrat, pas parce que le dispositif ne prévoyait pas de les couvrir. Limpide. Merci beaucoup. Et je vais clôturer ce premier tour de table avec vous, Alexandre Vincent. Alors, June évoquait des partenaires et des invités. Vous êtes hybride, vous êtes à la fois partenaire de l'UNEDIC, en tout cas en coordination sur les social bonds, et puis invité. Vous avez en charge en fait les ESG au sein de l'agence France Trésor. Bon, s'il y a des questions très précises et très techniques qui arrivent, je vous les tendrai, mais dans un premier temps, de façon très candide, qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière un social bond? Comment ça marche? Qui l'émet? Et comment est-ce qu'on est sûr que c'est bien social? Oui, merci Vincent. Quand on parle de finances durables, alors plus spécifiquement, quand on parle du marché des obligations durables, on fait référence à un certain nombre de produits un peu différents. À l'agence France Trésor, nous émettons des obligations vertes. L'UNEDIC émet des obligations sociales. Mais tout cela se rejoint en un sens pour répondre à une demande des investisseurs au-delà du rendement financier de leur épargne, mais qu'il y ait un sens pour la collectivité derrière la finance. Alors,
à cette demande des investisseurs répond du côté des émetteurs le fait de dire aussi qu'à travers l'émission de tels produits, il y a un engagement qui est pris et qui est pris sur la durée. Et il ne faut pas nier qu'il y a une dimension de communication avec les investisseurs qui se matérialise dans la structuration de tels produits. Alors, c'est un marché en pleine expansion. L'année n'est pas terminée, mais on pense que sur 2021, il y aura eu à peu près 1000 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'obligations durables qui auront été émises. Alors, dans ces 1000 milliards, il y a à peu près la moitié qui correspond à des obligations vertes. Il y a à peu près 200 milliards de social bonds, 200 milliards pour des produits durables qui jouent un peu sur les deux tableaux, à la fois social et environnemental, et à peu près 100 milliards d'un produit plus récent qui est basé sur une logique un peu différente, non pas d'affectation des fonds, mais de performance au vu de critères ESG, donc des Sustainability Linked Bonds, pour prendre le jargon. Et en tout cas, par rapport à ces 1000 milliards, en fait, c'est un quasi-doublement par rapport à 2020. Et quand on regarde même par rapport à 2016, ça a été multiplié par 10. Donc un marché vraiment en pleine expansion et qui se structure petit à petit. Alors là, l'enjeu, c'est vraiment d'éviter ce qu'on appelle en bon français, dans la langue de Molière, l'éco-blanchiment. Traduction pour greenwashing. Évidemment, ça pose des problèmes aux gens qui, comme moi, souffrent de troubles de la vision des couleurs. Mais enfin, on parle bien de la même chose. L'éco-blanchiment ou le greenwashing, c'est l'idée de garantir que derrière ce produit financier, il y a une réalité tangible, sociale ou environnementale. Alors, c'est un marché en fait assez ancien. Les premières obligations vertes, elles sont émises surtout par des entités supranationales. La BEI, la Banque mondiale, vers les années 2007-2008, ça reste un marché relativement confidentiel et qui explose donc depuis environ 2016-2017. Sur le segment des social bonds, bien la crise sanitaire de l'an dernier a évidemment donné un coup d'accélérateur malheureusement extrêmement fort. Alors, face à cette réalité, donc un peu nouvelle pour le marché, les parties prenantes, de manière un peu informelle, dans le cadre d'une association privée, l'Association internationale des marchés de capitaux, ont, à partir de 2014, établi des principes applicables aux obligations sociales. Et puis en 2016, il y a eu des lignes directrices pour les obligations sociales, devenues principes en 2017, mais on voit que les participants de marché ont eu très tôt, enfin assez tôt par rapport au développement de ces produits, le besoin de formaliser un peu les bonnes pratiques. Et en ce moment, il y a un tournant supplémentaire qui est pris à l'échelle de l'Union européenne avec l'établissement d'un standard d'obligations vertes en négociation. Et c'est très intéressant de noter que le rapporteur de ce projet au Parlement européen, qui vient de rendre publiques ses conclusions, indique qu'à son sens, ça devrait être pas seulement un standard d'obligations vertes, mais un standard d'obligations durables. Donc, couvrant aussi le champ des obligations sociales. Et donc, avec ces standards qui se formalisent, l'enjeu, c'est vraiment d'éviter le risque d'éco-blanchiment. On voit qu'à chaque fois, la solution passe aussi par l'intervention de vérificateurs extérieurs, des gens qui vont certifier, par exemple, que le document cadre que vous produisez est aligné avec votre stratégie, que le rapport que vous rendez public, bien oui, ne trahit pas la matérialité de ce que vous financez. Et au-delà même de ces vérificateurs qui vont s'exprimer sur le produit financier, c'est la réputation de l'émetteur qui est en jeu, avec notamment des notations ESG qui viennent dans le paysage financier s'ajouter ou compléter les notations, les fameuses notations des agences financières. Dans ce contexte-là, pour un émetteur, je le disais, c'est un choix qui engage de se tourner vers ce type de produit. Alors, il y a toute une démarche qu'il faut formaliser, que June a évoquée dans le cadre du merveilleux travail accompli par l'UNEDIC, où d'abord on définit les dépenses qui vont être refinancées, et puis ensuite, il y a cette exigence de suivre les fonds levés et leur usage pour en faire un rapport, en général produit annuellement,
Alors nous, à l'Agence France Trésor, nous suivons tout à fait cette démarche avec publication annuelle d'un rapport d'allocation sur les obligations vertes que nous émettons depuis 2017 et une démarche très importante pour nous de mesure de l'impact environnemental des dépenses qui sont ainsi financées. Il y a un conseil d'évaluation indépendant qui fait un effort, qui fournit un effort considérable en termes méthodologiques de capture des données pertinentes pour évaluer sur des choses assez spécifiques, sur la gestion des voies navigables de France, de l'Office national des forêts, etc. Aller voir vraiment quel est l'impact concret de ce qui est financé pour informer au mieux les investisseurs et au-delà même, évidemment, les citoyens. Ce qui me permet de conclure quand même sur le rôle très particulier, à mon sens, des émetteurs publics sur ce type de produit. Évidemment, ça renouvelle, comme je le disais, le dialogue avec les investisseurs, mais ça, c'est pas propre à des émetteurs publics. Et il me semble que par l'importance des montants en jeu, forcément, les regards se tournent vers ces émetteurs publics. Aujourd'hui, l'UNEDIC publie son rapport. Avec la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, nous travaillons actuellement à l'élaboration de son premier rapport aussi, parce que la CADES émet des social bonds également depuis l'an dernier pour des raisons de pression analogue à celles qu'a connues l'UNEDIC. Et donc nous travaillons aussi à produire ce rapport. Ça donne une vue vraiment approfondie des politiques publiques, de leur impact, en un sens, donc par le montant que ça représente. C'est aussi une manière de diffuser dans la communauté des émetteurs ESG des bonnes pratiques de reporting, parce que nous sommes des institutions qui disposent de certains moyens pour présenter de la donnée de qualité et approfondir les sujets. Et grâce à ça, c'est aussi une dimension importante de se dire qu'il y a un genre de feedback et que le rapport qui sort par ce biais est à son tour un outil de pilotage des politiques publiques elles-mêmes, parce que quand on évalue, on peut mettre éventuellement quelquefois en lumière certaines limites dans la pratique, et que ce n'est pas juste du window dressing, encore dans la langue de Shakespeare, pardon, à l'intention des investisseurs, mais réellement un outil de pilotage des politiques publiques. Et justement, puisque vous avez envie de parler anglais, un petit mot sur la France spécifiquement. L'UNEDIC a effectivement fait cette levée de social bond très impressionnante. Vous évoquiez celui de la CADES. Est-ce que ça suffit? Enfin, je sais que la France n'était pas particulièrement pionnière sur l'émission de social bond. Aujourd'hui, on se situe où dans le concert des nations? Alors, bon, il y a des émetteurs, évidemment, qui jouent sur des volumes plus importants. L'Union européenne, à travers le programme SURE, a émis 40 milliards en 2020 également, 53 en 2021. Mais en matière vraiment d'obligations sociales, avec le poids de l'UNEDIC et de la CADES, on se situe dans les gros émetteurs sur les obligations sociales. Alors j'ai d'autres questions qui arrivent, mais il est 15h45. Je sais que vous avez un codir, Léopold. J'avais promis de vous libérer. Je vais vous libérer. Est-ce qu'avant de partir, vous pouvez nous dire ce que les social bonds auront changé dans le rapport de Pôle emploi, à la fois du côté demandeur d'emploi et du côté d'entreprise? Plongez-nous sur 2022. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre institution? Je ne sais pas si ça fait évoluer fondamentalement nos missions. Par contre, et là, je pense que c'en est un exemple aujourd'hui, ça fait évoluer la façon dont on dialogue peut-être avec nos partenaires et financeurs sur l'impact de nos actions. On a un dialogue qui est très nourri déjà, puisqu'on a une convention tripartite qui fait l'objet d'un suivi très régulier, avec des comités de suivi 3 à 4 fois par an, des comités d'études et d'évaluation en commun. Donc on partage beaucoup d'informations, on produit beaucoup d'évaluations, mais là effectivement on fait le lien direct entre les moyens qui sont mobilisés et l'impact de notre action. Donc je trouve que c'est peut-être un des intérêts du coup de la démarche qui est celle de l'UNEDIC, c'est de nous réunir autour de cette question et de tirer un maximum d'enseignements. Nous, c'est vrai qu'on est très engagés depuis longtemps sur la question de l'impact. Voilà, nos agences, jusque dans chaque agence, on dispose d'indicateurs de résultats mensuels
modèle sur la satisfaction des usagers, sur le retour à l'emploi post-formation, agence par agence. Donc c'est quand même voilà, une culture du résultat, une culture de l'impact qui est très 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 ancrée. On souhaite continuer à progresser dans cette voie-là en se donnant voilà, vraiment des marqueurs de la réussite. On appelle ça comme ça dans notre langage interne, marqueurs de la réussite des projets, chaque projet. C'est-à-dire quand on fait une action auprès des entreprises, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le fait d'avoir décroché son téléphone et de l'avoir appelé pour essayer de chercher une solution, ou de s'assurer que derrière, non seulement la solution était jugée pertinente, mais qu'elle a donné lieu à un recrutement vraiment jusque-là, jusqu'au bout de la chaîne, qu'on veut essayer de se situer dans la logique de mesure d'impact. Donc voilà, je pense que c'est renforcer notre culture commune de l'impact. Je pense que c'est, pour moi en tout cas, un vrai bénéfice. Merci beaucoup, merci d'avoir pu venir témoigner. Je vous libère, allez-y. Et bon courage pour maximiser la réussite dans les mois à venir. À très bientôt. June, je vous invite à prendre la place de Léopold pour ne pas me laisser de chaise vide, comme aurait dit le général de Gaulle. Alexandre, je me tourne vers vous parce qu'il y avait une question qui était arrivée auparavant. Lara évoquait le fait que l'activité partielle avait été multipliée par 200 avec le Covid. Pour les social et green bonds, on n'est pas sur ce coefficient multiplicateur, mais c'est de quel ordre? Enfin, la crise Covid a été un accélérateur jusqu'à quel point? Alors pour les green bonds, il y avait une dynamique de long terme qui, alors un temps, a été plutôt évidemment affectée négativement par la crise, parce que mécaniquement, les projets n'étaient pas mis en place. Donc il y a eu 2-3 mois pendant lesquels les émissions d'obligations vertes étaient vraiment au ralenti, mais avec ensuite un rattrapage extrêmement rapide qui fait que entre 2019 et 2020, la progression des émissions était forte. Pour les émissions d'obligations sociales, j'ai plus le chiffre en tête, mais pour le coup, la multiplication par 10, elle s'est faite à peu près en un an. Entre 2019, où c'était encore vraiment un produit assez confidentiel, un peu de niche, sélectif pour des émetteurs ayant un profil quand même particulier, souvent des collectivités locales par exemple, voilà, ou des établissements comme l'UNEDIC, mais dont les besoins financiers n'étaient pas encore démultipliés. Et puis alors effectivement, avec l'arrivée de la crise, multiplication au moins par 10, ce en quoi a joué, je crois, de manière très pertinente, l'évolution des principes des obligations sociales, ces principes de l'ICMA que je mentionnais tout à l'heure, qui font l'objet d'une actualisation à peu près annuelle, de manière à ce que le texte puisse coller au mieux aux bonnes pratiques. En 2020, il y a eu un genre de révolution copernicienne des principes des obligations sociales, qui reposait dans une large mesure sur jusque-là sur une dimension de ciblage des dépenses éligibles vers des populations particulièrement vulnérables. Donc dépendant du contexte, ça peut être des personnes âgées, des personnes isolées, des populations spécifiques dans des pays en difficulté. Et sous l'impulsion de la crise sanitaire en 2020, les principes ont admis que des dépenses sociales, ça pouvait correspondre aux besoins de la population dans sa totalité, parce que tout le monde était vulnérable. Et évidemment, ce changement de rédaction des principes a permis vraiment un total changement d'échelle dans les émissions, dans la dynamique des émissions, répondant en face, évidemment, aux besoins aussi des investisseurs qui étaient désireux de voir leur effort, l'allocation, que leur choix de portefeuille puisse répondre au mieux à la situation d'urgence extrême à laquelle le monde faisait face. Alors June, je vous ai vu beaucoup opiner. J'ai une question qui est arrivée pour vous de futurologie, mais vous voulez peut-être commenter tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ouais, quelques mots pour compléter les propos d'Alexandre ou de Léopold qui est parti, mais cette logique de rapport, de suivi d'impact et d'engagement, elle ne transforme pas fondamentalement les missions que nous avons. C'est-à-dire que cette logique, elle est profonde et plus ancienne. En revanche, on est arrivé à un moment où effectivement, la finance, nos pratiques vis-à-vis des mesures sociales que nous déployons se rejoignent vers quelque chose qui est l'évaluation. Donc, nous, on a modestement essayé de contribuer à cette évolution. Et ce temps pour nous de publication ou d'engagement dans le social bond, moi je dis souvent que c'est la première pierre aujourd'hui
C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un premier pas de restitution, d'interrogation, de présentation de certaines données. On a aussi fait le choix de ne pas en présenter beaucoup. Et en revanche, c'est une vraie invitation à commencer à regarder certains autres dispositifs de façon plus détaillée dans le temps, puisqu'on sera dans une logique annuelle. Donc là-dessus, c'est une fois qu'on a commencé, on est engagé, on continuera. L'autre élément que j'aimerais souligner, et ce qui fait écho à ce qu'a dit Alexandre sur l'évolution des principes, nous, cette position, on la tenait depuis longtemps vis-à-vis de l'ICMA. C'est-à-dire de dire, attention, le regard social ne peut pas se porter que sur ce qu'on conçoit conventionnellement comme des personnes vulnérables, puisqu'on est tous à des échelles différentes concernés. Et le principe de nos modèles, de l'assurance chômage en particulier, c'est d'être designé quelque part, pardon, toujours dans la langue Shakespeare, mais d'être construit par les partenaires sociaux historiquement dans une logique assurantielle, mais avec cette dimension sociale et solidaire extrêmement prégnante. Pour le dire simplement, les personnes plus vulnérables sont plus protégées que les personnes moins vulnérables, aussi dans une logique d'assurance. Donc ce double effet de pouvoir mesurer des impacts plus généraux et aussi d'aller regarder d'autres plus petits dispositifs à très fort impact, nous, c'est quelque chose qui nous correspond très bien. L'actualité conjoncturelle et la crise font qu'aujourd'hui, effectivement, on est plutôt sur des impacts très macro et des choses qui concernent une population plus générale. On espère, et c'est aussi peut-être le témoin de la réussite ou de l'efficacité de certaines de ces politiques, que la situation un peu meilleure sur le marché du travail, ou en tout cas qui tend à se normaliser, la réouverture de l'économie, on peut tous se souhaiter un retour vers une vie un peu plus habituelle, puisse nous permettre aussi de retourner dans cette logique de social bond petit à petit vers les mesures d'impact sur des dispositifs peut-être un petit peu plus petits et qui seront plus ciblés sur les populations les plus vulnérables. Et petite question futurologie, alors je ne sais pas si vous voudrez y répondre de manière chiffrée ou être en termes tendanciels, mais on vous demande comment est-ce que vous voyez l'année 2022 en termes d'émissions sociales pour l'UNEDIC. Est-ce qu'après les efforts colossaux de 2020-2021, vous allez un peu lever le pied ou maintenant vous êtes engagé dans une dynamique que vous ne pouvez pas stopper? Alors, en proportion, on continuera de faire beaucoup de social bond, ça c'est clair. En revanche, on a une chance, c'est que contrairement à ce qu'on a connu entre les années, on va dire 2009 à 2015, 16, 17, le marché de l'emploi se porte de telle manière que l'an prochain, on est déjà, et Lara en parlera, dans des prévisions d'excédent pour l'UNEDIC. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour les investisseurs spécialisés, mais on va apporter au marché, ou on va émettre une dette social bond qui sera nominalement bien moins importante l'an prochain, puisqu'aujourd'hui, le programme sera au maximum à 6 milliards un quart. C'est ce qui est prévu aujourd'hui en loi de finances, mais c'est une loi de finances qui a aussi été construite il y a quelques mois sur des hypothèses qui étaient moins bonnes que celles d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt un maximum. Donc effectivement, notre volume nominal pour l'an prochain va diminuer et se réduire, et tant mieux, c'est que la situation est meilleure. En revanche, dans ce qui sera financé par des obligations de l'année prochaine, l'essentiel sera toujours financé par des social bonds, toujours dans cette logique d'impact et de mesure, de dédication des fonds vers certaines dépenses particulières. Et effectivement, on peut espérer aussi que la population générale, à partir de 2022, aura peut-être moins besoin de soutien qu'elle n'en a eu depuis 2 ans, et qu'on puisse aller plus sur effectivement ce qui faisait peut-être la spécialisation ou l'attente des investisseurs sur ces obligations, qui est la protection des populations les plus vulnérables et de mesures d'impact de ces dispositifs, comme en a témoigné Léopold sur cette table ronde. Alors avant que effectivement Lara ne complète votre point avec les prévisions optimistes pour 2022, alors d'abord on vous demande si vous parlez de retour vers l'emploi durable. Et question suivante, est-ce que toutes les émissions sociales de l'UNEDIC sont garanties par l'État? Il y a 2 questions très différentes. Oui, bien sûr, non, c'est pour ça, dans l'ordre que vous voulez. Alors, toujours dans le prolongement de ce qu'a évoqué Pôle emploi dans sa mission, mais aussi qui est l'attachement profond de notre gouvernance paritaire, à la fois des organisations d'employeurs et des partenaires sociaux, enfin des organisations syndicales, que sont les partenaires sociaux. Tout le monde est dans une logique, et depuis très longtemps, d'essayer de transformer de plus en plus le retour à l'emploi vers des emplois plus durables. On le voit aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont très en tension. On parle parfois de pénurie de compétences, on parle parfois de conditions de travail. Enfin, on voit qu'il y a une vraie préoccupation, une interrogation sur ces différents sujets. Et effectivement, on a l'espoir que nos contributions techniques vis-à-vis du social bond ou de ces engagements puissent permettre, d'une certaine façon, de faire progresser ça un peu plus vite.
Donc à ce titre-là, oui, il y a un exemple aussi très concret d'emploi durable, c'est l'activité partielle. Quand on ne détruit pas des emplois, que les gens sont maintenus dans des emplois qui, par définition, sont des contrats de long terme, c'est de l'emploi durable. Donc sur le social bond de 2020, on est déjà beaucoup dans la thématique. Pour répondre à la seconde question sur la garantie de l'État, alors pour prendre l'exemple de 2020, il y a 4 milliards d'euros d'émissions non garanties par l'État et le reste qui est garanti par l'État. La garantie de l'État, c'est une mécanique qui est plutôt liée aux produits financiers. C'est-à-dire que pour avoir la garantie de l'État, il faut que le législateur se prononce dans une loi de finances ou en 2020 dans une loi de finances rectificative. Puisque d'habitude, dans notre pilotage financier, les garanties de l'État, elles sont mises en place en loi de finances l'année d'avant leur utilisation. Donc typiquement, quand je parlais de 6 milliards 250 millions d'euros pour l'an prochain, c'est le projet aujourd'hui qui est inscrit dans la loi de finances pour l'année prochaine. Donc en fait, on a déjà, sur la base de nos prévisions, prévu ce qui serait garanti par l'État pour l'an prochain. Dans le cas des social bonds de l'Unédic, en fait, toutes les formes d'emprunt de l'Unédic, qu'elles soient garanties par l'État ou pas garanties par l'État, peuvent être considérées dans l'espace social bond. La garantie de l'État, c'est un mécanisme qui porte sur l'essentiel de notre dette, dans un pilotage qui est bien maîtrisé et prévisible. Quand il ne l'est pas, on a la chance de pouvoir avoir d'autres outils qui ne sont pas forcément garantis par l'État. Mais comme aujourd'hui, on a aussi d'autres titres de dette qui ne sont pas considérés sociaux, on va dire, avec une thématique certifiée. Je parlais des emprunts de dette court terme, par exemple, mais il y a une réflexion aujourd'hui au niveau de la Banque de France qui est de voir, qui a même abouti depuis l'été dernier, qui est de pouvoir intégrer aussi ces titres-là dans une logique identique d'obligations vertes ou durables, mais sur des titres de court terme. Donc ça, on va regarder comment on peut s'adapter aussi. Mais globalement, effectivement, par principe, la dette de l'Unédic, dans un pilotage normal, elle est garantie par l'État. Et ce qui ne l'est pas fait plutôt office d'exception que de norme. Alors j'ai des questions qui arrivent pour vous deux. Lara, j'arrive vers vous dans un instant, mais il y a une question pour Alexandre pour compléter sur ce volet financement et garantie. Très concrètement, quel est le rôle de l'agence France Trésor par rapport à l'Unédic ? Concrètement, l'agence France Trésor, elle gère la dette et la trésorerie de l'État. Donc fonctionnellement, il n'y a pas de lien par rapport à l'Unédic. On concourt à des missions d'intérêt général, mais fonctionnellement, non. Donc on n'est pas en conflit d'intérêt, tout va très bien. Lara, donc gardez en tête évidemment que vous devez nous faire un petit point sur 2022 et ces prévisions qui ont l'air plus que sympathiques pour l'Unédic. Mais sinon, on vous demande de revenir sur la comparaison entre la crise de 2008 et celle que nous connaissons. June évoquait à l'instant le fait que le recours à l'activité partielle, ça évite de détruire des emplois durables. On sait combien d'emplois on a réussi à sauver. Est-ce qu'on a perdu en 2008 ? Est-ce qu'on a pu mesurer ça ? Alors, tout d'abord, par rapport à nos prévisions de 2022, pour répondre à la première question, déjà en 2021, le recours à l'activité partielle il a été 2 fois moindre qu'en 2020, sachant qu'en 2020, il était aussi très, très concentré sur certains mois. En 2021, on a eu 2 fois moins de dépenses, donc on est passé de 8-9 milliards à 4-5 milliards d'euros de dépenses d'indemnité d'activité partielle. Et pour 2022, alors, avec les informations dont on disposait quand on a fait notre dernière prévision en octobre, on estime que ce montant il va se réduire énormément, qu'on sera plutôt de l'ordre de 400 millions d'euros en 2022. Alors, c'est des prévisions qui prenaient en compte toutes les prévisions de conjoncture, de croissance qui sont déjà fortes en 2021 et aussi encore fortes en 2022. C'est des prévisions qui prennent en compte le fait qu'il y a eu énormément de créations d'emplois depuis le début de l'année et qui se confirment. Et il va y avoir encore des créations d'emplois en 2022. C'est des prévisions qui ne tablaient pas sur une 5e vague, un 5e pic de Covid. Donc, on va les remettre à jour dans 2 mois pour les actualiser par rapport à la situation. Mais c'est des prévisions quand même qui nous disent qu'on va avoir moins de dépenses d'activité partielle. Déjà, courant 2021, ce qu'on a appelé le 3e confinement, on a vu que les entreprises s'étaient déjà beaucoup adapté. Finalement, l'activité a réussi à se maintenir. Il n'y a pas eu de fermeture d'école ou pas sur la même période que l'année d'avant. Donc voilà, on peut être pas forcément
optimiste, mais au regard des informations, on pense que la situation va se rétablir et donc l'UNEDIC va renouer avec les excédents en 2022, puisque on va avoir beaucoup moins de dépenses d'activité partielle, mais aussi beaucoup moins de dépenses d'allocation, puisqu'il y a beaucoup de mesures d'urgence qui s'arrêtent cette année. Et ça reste des prévisions prudentes parce qu'on reste dans un environnement encore incertain. Donc ça, c'est notre travail de mettre à jour prochainement de nouveau ces prévisions, justement pour outiller notre stratégie financière et pouvoir au fil de l'eau mettre à jour nos prévisions d'emprunt, en informer l'État, l'AFT, etc. Pour ce qui est de la deuxième question, donc, qui était la comparaison avec 2009, justement, les États, et en particulier l'État français, s'est inspiré de l'expérience allemande de 2009 et a mobilisé l'activité partielle pour justement limiter cette perte d'emploi. On a mesuré, il y a eu 500 000 emplois détruits, disons, grosso modo, en 2020. S'il n'y avait pas eu d'activité partielle, il y aurait eu 10 fois plus d'emplois détruits. Alors, s'il n'y avait pas eu d'activité partielle et d'autres mesures, parce que ce n'est pas la seule mesure qui a permis de soutenir les entreprises et l'emploi. Il y a aussi eu des reports de cotisations, des prêts garantis par l'État, etc. Mais on voit bien qu'il y a eu un énorme amortissement de la destruction d'emplois en 2020. Et les entreprises aussi ont pris sur leur trésorerie. Tout le monde a fait des efforts pour maintenir des emplois. Sachant que donc en 2020, la perte d'activité elle a été en moyenne sur l'année de 9%. En 2009, la perte d'activité a été de 5%. Donc on était dans une crise qui est déjà bien plus aiguë qu'il y a 10 ans. Et pour autant, on a eu 500 000 emplois détruits, alors qu'il y a 10 ans, c'était pas forcément beaucoup plus, mais c'était plus, c'était dans les 600 000, 700 000 emplois détruits. Et voilà. Et surtout, l'économie a mis beaucoup de temps à se remettre, à redémarrer, alors que là, on a pu observer en 2021 que l'économie est repartie très vite, et on espère que ça va se maintenir. Alors, on arrive à la fin de ce live. On a pu voir effectivement à quel point effectivement une finance sociale peut permettre de changer l'emploi, de sauver des gens très éloignés de l'emploi et de leur permettre d'en retrouver et de maintenir des entreprises à flot là où on nous avait annoncé un tsunami de faillite. Peut-être une question pour vous deux. Pour finir, Alexandre, précisez votre pensée quand vous avez dit le fait que les organismes publics arrivent avec des social bonds, ça peut avoir un effet cliquet, un effet levier, je ne sais pas quel terme vous avez employé. Est-ce que vous pensez que du coup, le fait que la puissance publique monte en puissance dans les social bonds, ça va obliger le reste du marché financier à faire moins d'éco-blanchiment et à mettre plus de fonds au service de ce qu'on appelle, par cette curieuse figure, l'économie réelle? Oui, pardon. Il y a un petit peu deux idées sous-jacentes. Je dirais, premièrement, alors effectivement, il y a à un moment un effet d'échelle. Quand le marché devient plus volumineux, ça peut attirer davantage d'investisseurs et partant susciter des vocations chez d'autres émetteurs qui peuvent avoir dans leur fonctionnement vocation à avoir des dépenses de nature sociale. Donc il y a effectivement un effet de soutien, de visibilité du marché qui se trouve dynamisé par l'arrivée d'émetteurs publics qui simplement vont parler de ce marché. Voilà. Et puis derrière ça, il y a aussi l'idée que toujours consécutivement au fait que les investisseurs regardent ce qui se passe chez ces émetteurs publics un peu éminents, ça donne le là en quelque sorte des bonnes pratiques. Et un rapport de grande qualité comme celui de l'UNEDIC, il va donner un petit peu à la communauté l'idée de ce qu'est un rapport sur une obligation sociale, quelque chose de fouillé qui va apporter un éclairage pertinent sur certaines politiques publiques. Et à partir de là, l'émetteur
l'émetteur qui se présentera sur ce marché des obligations sociales pour donner toute son épaisseur au projet, et parce que je disais qu'il y a une dimension de communication indéniable dans l'émission de tels produits financiers. S'il veut se présenter sur ce marché, forcément, il sera un peu tenu de présenter quelque chose d'une qualité, alors pas forcément équivalente, mais enfin, d'apporter le même soin à l'élaboration du rapport et à la communication qui va entourer ça. Et à partir de là, forcément, ça accroît l'exigence de transparence, et c'est comme ça que s'ancrent les bonnes pratiques. June, je vous laisse le mot de la fin sur cette question. Alors, je vais profiter de l'opportunité pour parler un peu d'économie réelle, puisque c'est souvent un sujet qu'on a quand on travaille de près ou de loin avec la finance, que cette question de la compréhension des marchés financiers, de l'économie réelle, etc. Et sans aller dans un débat qu'on ne pourrait pas relancer maintenant à cette heure-là sur l'ensemble de ces sujets, moi j'aimerais quand même souligner le caractère très concret de ces financements quand des acteurs publics, que ce soit l'AFT ou l'UNEDIC ou d'autres entités en France, qui font vraiment un travail d'exploration et d'engagement très fort sur la place financière française et en Europe en général, qui ne se retrouvent pas forcément partout dans les autres pays ou dans les autres continents. Cet effort-là, il finance l'économie réelle. Et c'est bien l'objet aussi de ces reportings, puisque on sait dire où sont allés ces fonds, à quoi ils ont servi, comment ils ont été utilisés. Donc là, il n'y a pas de débat. Après, effectivement, l'écosystème et l'architecture de marché, et que ce soit d'un marché financier ou de n'importe quel autre marché de biens et de produits, les émetteurs que nous sommes n'en maîtrisons pas la manipulation, on va dire, secondaire, c'est-à-dire l'achat et la revente par certains de ces produits. Mais comme on peut en parler de produits agricoles, de produits manufacturiers ou de produits financiers. Donc, ces bonnes pratiques, je rejoins Alexandre, c'est quelque chose qui engage effectivement la finance encore un peu plus vers ces garanties de l'économie réelle et durable. Après, comment est-ce que le marché dans son ensemble évolue ? Il y a des choses sur lesquelles on a prise, sur lesquelles on peut influer plus ou moins concrètement et de façon plus ou moins centrale. Et puis il y a d'autres choses, qui sont dépendantes d'une prise de conscience plus collective. Et ça, effectivement, je crois quand même que depuis, en particulier ces 5 dernières années, et l'évolution très forte de ces questions, que la préoccupation, l'architecture des acteurs, beaucoup d'investisseurs nous suivent aujourd'hui, mais eux-mêmes, dans leur composition d'équipe, ont changé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des interlocuteurs qui sont spécialisés sur ces questions, là où avant, il y avait surtout des gens spécialisés en finance. Donc, la transformation de la structure de ces organismes, nous-mêmes, cet effort considérable que nous déployons au sein de nos équipes financières pour alimenter ces rapports d'évaluation, font que les pratiques changent naturellement et obligatoirement. Et ça, pour le coup, j'y crois fondamentalement. Et je pense que ce sont des choses qui nous permettent à tous de garantir un futur un peu meilleur, puisque la finance, pour le rappeler quand même, c'est essentiellement l'organisation des fonds, de l'argent et du temps. Et quelque part, c'était peut-être anormal que jusque-là, les obligations dites conventionnelles n'intègrent pas, au contraire, ces critères, qu'ils soient humains, environnementaux ou soutenables au sens large. Donc ça, moi, je pense que c'est juste un retour à la normale des choses. Et de façon plus concrète, c'est logique que des produits financiers de ce type-là, sur le long terme, aient une meilleure performance que d'autres qui ne font pas attention à ces questions. Et c'est quelque chose qui commence à se mesurer sur le plan quantitatif. Merci beaucoup June, merci à tous les trois et puis à Léopold évidemment qui était avec nous pour vos éclairages très précieux sur le fait qu'aujourd'hui il y a une finance infiniment plus durable qui est en train de se mettre en place. Puisse-t-elle continuer très fortement en 2022 ? Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Vous trouverez évidemment les liens vers le rapport de l'UNEDIC dans le chat. Si vous avez des amis qui n'ont pas pu suivre au début, parce que c'est vrai qu'on a eu ce petit décalage technique, n'hésitez pas à leur indiquer que le replay sera très prochainement disponible. Et puis vous avez pu voir que pendant cette conférence, nous avons toutes et tous gardé le masque, bien que vaccinés. Donc voilà, prenez soin de vous et continuez à respecter les mesures élémentaires de prudence. Bonne fête à tous.